Bonjour à toutes et tous. D'abord à tous ceux qui ont accepté de donner leur point de vue sur notre manifeste de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui ont décidé de regarder par YouTube ou par Facebook du Parti communiste cette prestation, ce marathon de 16 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont accepté de dire leur point de vue sur notre manifeste. Nous sommes 20 auteurs et nous avons voulu réfléchir collectivement sur ce qu'est et ce que pourrait être l'apport de l'économie sociale et solidaire au dépassement du capitalisme dont on voit bien aujourd'hui combien il est néfaste. Nous avons essayé de décrire ce qui s'apparente à du communisme déjà là. Nous en avons évalué les obstacles à son développement et nous avons regardé comment développer, comment améliorer l'économie sociale et solidaire pour aller dans le sens d'une véritable alternative. Bonsoir à tous les amis que je retrouve là comme participants et bonjour à ceux qui nous écoutent. J'avais dit à Sylvie que je voulais qu'on retouche un peu ma présentation personnelle parce que moi je suis tombée dans l'économie sociale avant qu'elle existe. Quand j'étais petite, je suis fille de militants CGT, syndicaliste, devenue mutualiste. J'ai 25 ans d'action sociale et santé associative et 15 ans de banque coopérative. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à m'occuper de cette histoire des communs qui devient un petit peu à la mode. Et voilà, je suis très contente d'échanger avec vous. J'ai beaucoup apprécié le travail de Sylvie et de toute l'équipe avec elle, qui était toujours très concrète parce que moi, mon histoire, mon expérience, c'est que le diable est dans les détails. Toujours le diable est dans les détails. Et que quand on l'oublie, il vous rattrape tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais commencer. Je vais dire trois choses, mais je voudrais commencer par une chose qui est le contexte dans lequel on se situe. Le contexte dans lequel on se situe est un contexte d'extrême incertitude. Sûrement, il y a eu d'autres histoires, d'autres moments dans l'histoire où l'incertitude était aussi grande, mais celle que ma génération a connue entre, disons, le milieu des années 70 jusqu'à peut-être les années 90, je sais pas, enfin les historiens me corrigeront, me paraissait moins période d'incertitude. Et c'est moi, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire des communs et de l'économie sociale et solidaire, c'est justement l'apprentissage permanent de gens qui essayent de trouver des voies qui ne sont pas préécrites. Et donc, moi, mon expérience, c'est que tout ce qui est préécrit, tout ce qu'on croit comme étant des dispositifs statiques, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi, et ça, bon, je sais que Elinor Ostrom, pour ceux qui nous écoutent, est une dame qui a eu l'équivalent du prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les communs. Et ce qu'elle montre, Elinor Ostrom, c'est que quand les gens, nous, quoi, on a des décisions à prendre en milieu d'incertitude, eh bien, ce qui est très important, c'est qu'on puisse communiquer entre nous et avoir des rapports de confiance qui nous font penser que, éventuellement, nous pourrions changer le cadre dans lequel on nous demande d'être. Et c'est la raison pour laquelle, moi, tombée dans l'économie sociale et solidaire, quand j'étais petite, je me suis intéressée à ces pratiques et à ces recherches autour des communs. Donc, je vais vous dire trois choses rapidement. Pourquoi on a créé la COP des communs, qu'est-ce qu'on fait, quoi, comment, et peut-être voir qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres, parce que je pense que c'était ça aussi, bien sûr, le but de votre sollicitation, dont je vous remercie encore une fois. Alors, pourquoi on a créé ça? Parce que il faut quand même pas qu'on oublie, quoi, le communisme, ça n'a pas marché. Et les communs, ça n'a pas marché non plus. Il y a des théoriciens qui vous démontrent que les communs, ça marche pas. Ben non, et il y a des choses qui marchent beaucoup mieux, tout le monde le sait. L'État, ça marche beaucoup mieux. Et le marché, ça marche beaucoup mieux, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, la famille, ça marche aussi. Et donc, la raison pour laquelle on a créé la COP des communs, en tout cas quelqu'un comme les équivalents, parce que je n'étais pas toute seule, bien sûr, c'est parce que on s'est dit qu'il y avait de quoi apprendre entre
la longue et riche et très complexe et parfois de l'économie sociale et solidaire, et bien sûr de ses échecs et de ses succès. Entre cette histoire-là et l'histoire complexe de tous ces mouvements qui se réclament des communs et qui sont qui est-ce qui a dit ça au début? C'est Timothée Duverger, il a parlé du pluralisme. Mais dans les communs aussi, il y a plein de pluralisme. Il y a des libertariens, il y a des libertaires, il y a des anards, il y a des communistes. Mais il y a aussi des gens qui sont repliés sur eux. Il y a des communs qui sont fermés. Donc, apprendre, cette fertilisation croisée entre ces formes d'économie sociale et solidaire où des gens tâtonnent intelligemment, essayent de tâtonner intelligemment, le moins inintelligemment possible pour trouver des solutions à la complexité du monde et se nourrir de ces nouveaux mouvements qui se réclament des communs, ça a été l'intuition de la COP des communs. Et parce que on s'est tous heurtés aussi à ça dans l'économie sociale et solidaire. Et il faut le dire, ça. C'est-à-dire que on parle toujours, on a tendance à mettre nos succès en avant, mais il faut aussi dire que c'est pas de la tarte, quoi, quand même, ces histoires-là. Faire grandir des coopératives, s'affronter la concurrence, faire vivre des énormes mutuelles, s'affronter la concurrence, se confronter aux normes qui sont aux normes de fonctionnement qui sont imposées par des concurrents qui s'appellent des concurrents capitalistes, ça n'est pas du tout évident. Et donc nous, ce qui nous a semblé, c'était justement que se nourrir entre les anciens et les modernes, faire que les modernes, enfin ou en tout cas les plus récents, aident les vieux à passer et à faire de la transmission, ça nous a paru vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la COP des communs? Comment on travaille? Bon, alors Luc, dont j'ai loupé le nom et excusez-moi, c'est Luc qui m'a introduit, a dit qu'on s'attache à décrire ce qu'on entend par les communs. Oui, parce que là maintenant il y en a les biens communs, le commun, les communs, les biens publics mondiaux, les services publics et les communs, tout ça, et ça fait des paquets qui ont plein de sens et sur lesquels il y a un travail non négligeable à faire. Donc nous, et ça c'est un message que je reprendrai pour savoir qu'est-ce qu'on peut partager. Pour nous, les communs, ça n'existe pas sans communauté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de bien commun s'il n'y a pas un dispositif de gouvernance qui va avec. Donc on n'a pas le temps là de faire de la théorie avec Ostrom et Dardo Laval et le translocalisme. Enfin, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus et c'est très bien ainsi. Mais pour nous, il n'y a jamais de bien qui est commun en soi. Il n'y a en tout cas, il n'y a pas de commun sans communauté qui l'active. Et là aussi, le diable est dans les détails, c'est-à-dire toute personne ayant trempé dans cette question de l'activation des communautés, c'est bien que c'est toujours beaucoup plus difficile à faire que à dire. Voilà. Et donc, pour dire quand même un tout petit mot de référence pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être ont moins de connaissances, de définitions qui sont données. On peut donner une définition un peu rapide de ce qu'on entend par les communs. C'est toujours une ressource en accès partagé, avec toujours cette difficulté de savoir si la ressource, elle préexiste ou bien si c'est les gens. Nous, on pense que c'est les humains qui créent la ressource aussi. Et donc, on a eu aussi toujours tendance à penser que la ressource, on pouvait pomper dessus. Donc, il y a toujours une démarche écologique du côté en tout cas de préservation de la ressource du côté des communs. Un faisceau de droits, c'est-à-dire un système de droits et d'obligations pour ceux qui vont avoir accès à la ressource. Et donc, il y a eu là toute une réflexion sur la déconstruction des droits de propriété exclusive et des dispositifs d'accès, d'usage et un système de gouvernance. Bon, comme il ne faut pas être trop long et que moi je suis toujours une angoissée du temps et que je sais que vous avez pris du retard sur... Tu as coupé ton micro. Ton micro... Alix. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que... Oui, alors quand même, ce qu'on fait à la COP des communs, c'est qu'on anime une communauté décloisonnée.
Parce que ça non plus, c'est pas si facile que ça. Hein. Il y a différents types de communs, je l'ai dit, les anarchistes, les communistes, etc. Les libertaires, les libertariens, ceux qui croient à l'État, ceux qui y croient un petit peu moins. Bon, et tout ça, ça fait du pluralisme. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que dans les groupes qui fonctionnent, parce qu'on a des groupes qui fonctionnent, c'est accepter que la question qui est posée au départ soit pas forcément la bonne, et donc d'accepter les regards croisés et de faire, enfin d'accepter aussi que la réponse qui est apportée soit apportée en des termes différents de celle qui a été posée au départ. Et c'est pour ça que l'histoire de théorie pratique, de prendre des décisions comment dire, en milieu incertain nous paraît intéressant. Et puis on appuie les acteurs. Et donc voilà, on a un groupe qui a bossé sur la protection sociale. Bon, ça c'était plus recherche, mais on a un gros groupe là qui vient de terminer un forum des plateformes coopératives parce qu'on pense que il y a très peu de modèles d'économie sociale dans le numérique. Tout le monde s'est à utiliser les dispositifs de logiciels libres et ils sont tous en train de devenir des logiciels du capital. Enfin bon, il y a des choses sur les plateformes. Il y a un groupe qui travaille sur l'agriculture et l'alimentation, un autre qui travaille sur la comptabilité, un autre qui travaille sur les communs de services de proximité dans le lien avec les services publics. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est mon troisième et dernier point. Alors, moi, j'aime beaucoup cette histoire de communisme déjà là. J'ai ma voisine dans Bretagne qui me dit « Ah, mais Nicole, moi, je pense qu'il faudrait… capitalisme et communisme, il faut que ça soit ensemble. Il faut plus de communisme, mais il faut quand même un peu de capitalisme. » Donc, je vous livre ça. Elle était aide-soignante. Elle était aide-soignante à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et elle est là maintenant. Donc, elle pense ça. Et moi, je pense que le challenge, c'est-à-dire, je vais vous dire une chose horrible, je ne crois pas à l'alternative. Je crois à la pression des modèles, je crois à l'exercice des contre-pouvoirs pour que le pouvoir puisse être quelque chose qui attire le monde. Je crois à ça, moi, personnellement. Je parle pas au nom de la COP des communs là. Et du coup, j'aime beaucoup les histoires de Polanyi qui montrent que à un stade donné d'évolution d'une société, il y a plusieurs modèles qui sont en compétition, ce qui est insupportable. Et ce sur quoi il faut qu'on lutte ensemble, c'est que systématiquement, les initiatives citoyennes, dès qu'elles commencent à avoir une dimension économique, on leur enlève la dimension économique. Et ça, c'est vrai depuis la fin du 19e siècle. On a enlevé la gestion des aides sociales aux syndicats, on les a collées au comité d'entreprise, grand bien au comité d'entreprise, etc. On pourrait continuer ça. Donc, à chaque fois que l'initiative citoyenne, et donc l'initiative politique au sens de base, peut devenir un contre-pouvoir économique, ça commence à devenir dangereux. Voilà. Ce que je trouve intéressant et peut-être vous pourriez un petit peu plus pousser dans votre manifeste, c'est le rapport théorie-pratique. Parce que quand même, voilà, le monde il rentre pas dans les cases qu'on croit qu'on va le mettre. Alors moi, je suis très contente qu'il y ait une théorie des communs parce qu'il n'y a pas de théorie de l'économie sociale et solidaire. Il y en a une sur les communs. Donc ça c'est bien parce qu'on peut s'en servir. Mais il faut qu'on la fasse, faut qu'on la nourrisse, faut qu'on la fasse bouger, faut que ça avance avec les pratiques. Donc hésitez jamais à dire ça parce que ça, il me semble que c'est ce qui se repose sur les gens et sur le peuple. Et alors, une autre, suggestion que j'aurais, ça serait de rassembler tout ce qui concerne les outils. Alors moi, voilà, je suis une spécialiste des outils de gestion. Je suis une des premières à être sortie d'une grande école de commerce pour s'occuper de ces histoires de structures acapitalistes. Ces outils, le poids des outils de gestion, c'est des impensés chez les militants. Alors, oui, qu'il y ait un imaginaire, moi je trouve ça, enfin, voilà, c'est l'utopie, c'est l'imaginaire qui met les caravanes en mouvement, qui nous met en mouvement. Et franchement, il le faut. Mais essayons toujours de voir le poids des outils de gestion. Moi, je crois à la puissance de la théorie de la sociologie de la traduction qui montre que si on n'a pas les outils qui vont avec les raisons, on est foutu, c'est-à-dire qu'on a un isomorphisme à chaque fois, on se fait rattraper par les normes, par la compta. Il y a tout ça dans votre manifeste, mais c'est par morceaux. Et je trouve que bosser sur les outils de gestion et cette question de comment est-ce qu'on peut
à la fois exercer notre métier, parce que par exemple, on peut pas dire je suis une banque coopérative et moi, non, franchement, je vais adopter d'autres règles de fonctionnement que le fonctionnement de la banque, et c'est vrai partout. Mais il faut quand même que on ait comment dire, je sais pas, peut-être c'est une fonction d'éducation aussi qu'on ait ouais, c'est pas sexy la comptabilité, ni le reporting financier, mais c'est indispensable de se saisir de ces outils-là pour arriver à faire que les modèles auxquels on aspire, je crois, les uns les autres, aient une chance de soutenabilité et soient pas systématiquement repris comme des innovations sociales bien sympathiques, mais finalement qui ne valent pas et qui finissent par être dominés par les autres modèles d'organisation. Voilà, excusez-moi si j'ai été trop longue. J'ai pas regardé l'heure moi non plus comme Benoît Hamon. Tu as dit beaucoup de choses qui se recoupent aussi avec des notions précédemment abordées. Je pense notamment à cette question de la transmission, qui quelque part fait le lien avec la question de l'éducation. On l'a déjà abordé comme un vecteur crucial pour enraciner notre économie. Après, tu l'abordes sous un angle intéressant qui est de finalement mettre en avant la question de la compétition entre les modèles et dans quelle mesure la bascule peut se créer à un moment donné en faveur d'un modèle ou d'un autre. Quelque part, c'est pas non plus très éloigné de ce qu'on peut mettre dans la réflexion autour de la dialectique dans le matérialisme marxiste. Donc, je pense qu'il y a là aussi des points intéressants à travailler sur ces questions de combinaison entre théorie et pratique, quelque chose qui est au cœur des initiatives les plus avancées en matière d'économie sociale et solidaire. C'est souvent cette volonté d'articuler la recherche et l'action. Donc ça me semble extrêmement important. Et